Alors, je vais vous dire comment ça s'est passé. Bon, d'abord, je rappelle, on est rentré de stage début avril. Et ce stage devait donner lieu à un rapport que l'on a rédigé en parallèle avec les cours, qui donc étaient déjà moins nombreux que dans les autres trimestres. Donc ces cours se sont arrêtés d'une façon assez inégale selon les cas. Quand c'était des cours d'amphi, ça s'est évidemment arrêté très vite parce qu'il n'y avait plus de quorum. Sur les comptoirs, c'est-à-dire les travaux dirigés, ça a duré peut-être un peu plus longtemps, mais il n'y a pas eu de déclaration d'arrêt final. Ça s'est fait d'une façon très informelle. Il n'y a pas eu de décision comme ça à une date donnée. Je pense qu'une partie des étudiants a essayé de boycotter les cours, une partie y allait. Les professeurs n'ont pas su quoi faire. Il n'y a pas eu d'instruction forte de la part de la direction qui devait se demander quelle attitude prendre. La direction n'a pas dit si vous n'allez pas en cours, c'était facile, hein, je vous le fais. Vous n'allez pas au cours, vous n'aurez pas votre diplôme. À 2 mois avant le diplôme, c'est un peu, ça laisse réfléchir une partie de l'opinion. Hein. Pas du tout. La direction ne répondait plus. C'est en sens où je dis ce directeur de l'époque s'appelait Guilherot, s'est comporté comme De Gaulle qui est allé à Baden-Baden, c'est-à-dire tout d'un coup il n'était plus là. Donc il y avait ces lieutenants qui devaient essayer de s'occuper des commissions, mais voilà, les dirigeants de cette époque, ils n'avaient pas l'habitude de rébellion étudiante. Donc pour eux c'était un truc extravagant. Les étudiants se plaignent, les étudiants ne sont pas en cours, etc. Bon. Donc oui, ça s'est effiloché très vite, je pense, en quelques jours. Les cours se sont interrompus progressivement et on peut dire qu'il n'y a pas eu de cérémonie de départ puisque les étudiants se sont évaporés dans la nature au fur et à mesure où la crise s'accentuait, c'est-à-dire il n'y avait plus de transport et donc beaucoup sont repartis en province ou à l'étranger pour ceux qui étaient étrangers et il y avait sur place, il y avait vraiment une petite minorité de 50 ou 60 étudiants au maximum. Donc ça, il faut garder ça en tête. Et puis, il faut savoir aussi que le diplôme n'était pas acquis, puisque comme il n'y avait pas eu les examens, alors ce ne sont pas des examens de fin d'année, puisqu'on a un contrôle continu. Donc c'était, je dirais, un peu un reliquat d'examen qui n'aurait pas changé grand-chose, je pense, dans le parcours des étudiants. Mais toujours est-il que comme on n'avait pas passé ces examens, il y avait une incertitude sur le diplôme et je pense qu'il a fallu attendre l'automne pour être disons, recevoir la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on était diplômé. Et je pense qu'il y a dû y avoir des discussions au niveau de la Chambre de commerce pour savoir ce qu'il fallait faire. Certains à la Chambre de commerce souhaitaient ne pas donner le diplôme. Et je pense qu'il y a eu quand même des négociations et une majorité qui a dit bon, ça ne serait pas très raisonnable, on ne peut pas faire revenir les gens après. Je dois dire qu'on a toujours été un peu regardés comme les gens qui ont eu le diplôme sans examen, ce qui est faux puisque c'était un contrôle continu et disons qu'il y a eu 10% des examens qui n'ont pas été faits. Alors, tous les étudiants étaient normalement internes, entre guillemets, ce qui veut dire que pour aller à Paris, il fallait s'organiser, ce qui n'était pas simple, parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, encore de bus entre la gare de Jouy et le campus. Donc, et puis déjà, absolument, on avait l'impression d'être au bout du monde. Donc là aussi, alors ce qui explique que beaucoup d'étudiants ont considéré qu'à partir d'un certain moment, s'il n'y avait plus de cours, il fallait trouver des solutions pour s'installer sur Paris. Et de plus en plus, c'est comme ça que le campus s'est déserté. C'est-à-dire ne restait sur le campus que les gens qui, d'une part, aimaient bien la vie de campagne, et puis ceux qui avaient des difficultés pour s'installer sur Paris. Sachant qu'en plus, à l'époque, il commençait à y avoir des problèmes d'essence. Donc, il y a quand même eu beaucoup de camarades qui ont absolument disparu de la circulation après 68, c'est-à-dire que, comme vous le savez, on a un annuaire, mais pour cela, il faut cotiser. Et donc, l'annuaire prend les adresses des gens, et nous sommes une des promotions où il y a le moins d'adresses, puisqu'il y a le moins de... Enfin, les cotisants, je ne dis pas que c'est la promotion où il y a le moins de cotisants, mais il y a eu
peut-être un bon quart de la promotion qui a cessé tout contact et toute relation avec l'école à partir de 68, pour des raisons idéologiques. Soit parce que, ils avaient participé aux événements et considéraient qu'HEC était un laquais du pouvoir, soit parce que donc ils n'ont pas été contents de l'évolution prise par l'école à la suite, qui était de rester dans la continuité. Donc eux voulaient une rupture, ils ne l'ont pas eu, ils ont coupé tous les liens avec l'école. Et je pense qu'il y a au moins un bon petit quart de la promotion qui était dans ce cas-là. Il y avait un esprit de promotion très fort. Tout seul, isolé de Paris pendant 2 ans et demi avant. Donc des liens s'étaient constitués. Hein. Les étudiants étaient affectés dans les comptoirs par ordre alphabétique. Donc voilà, des amitiés se sont liées là au niveau des petits groupes et de la promotion tout entière, mais elle s'est trouvée un peu éclatée à cause des événements de 68. Donc ça a été même assez dur de reconstituer les liens avec ceux qui étaient là. Donc les étudiants se connaissaient très bien par comptoir, parce que non seulement ils étaient par ordre alphabétique dans les comptoirs, mais par ordre alphabétique dans les bâtiments, dans les chambres, avec ce système extraordinaire des co-douches, de partager une douche. Donc voilà, il y avait cette solidarité-là. Et puis il y avait quand même un début de solidarité à travers ces fameuses options. Parce que ceux qui choisissaient marketing, ce n'étaient pas les mêmes que ceux qui choisissaient finance. C'est toujours vrai aujourd'hui. Enfin, c'était le jour et la nuit. Alors, pour faire simple, il y avait ceux qui rêvaient d'être chez Procter & Gamble, et ils étaient nombreux à l'époque, donc dans le marketing, de la lessive, des couches culottes. Et puis il y avait ceux qui voulaient aller déjà chez BNP Paribas, enfin ça ne s'appelait pas BNP Paribas, je pense que ça s'appelait Paribas à l'époque, qui voulaient être dans la banque d'affaires. Et puis tout un continuum. Donc il y avait une solidarité qui était plutôt à travers la discipline choisie ou à travers le comptoir. Il y avait une troisième solidarité à travers le sport. Et j'ai entendu des grands PDG HEC, quand je dis mais qu'est-ce que tu faisais dans la promotion 60, ils disaient moi j'étais dans la promotion rugby. Donc oui, c'était pas barricade, c'était rugby, ou pour moi natation, c'était les clubs de sport qui faisaient un ciment de la promotion. Mais donc c'est vrai, c'était pas un groupe compact des 260, puisqu'en plus il y avait ces extrêmes, peut-être 5% d'extrême gauche et 5% d'extrême droite.